Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après une première trêve internationale. Les Aiglons se déplacent au stade Vélodrome pour le premier gros choc de cette saison. À mes côtés, pour en parler cette semaine, la fine équipe de la rédaction des sports de Nice Matin. À commencer par Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Et Antoine Delgoulet. Salut mon Antoine. Salut Mika, salut à tous. Tout va bien ? Tout va bien et toi ? Bon, très bien, en pleine forme. Nous sommes très heureux d'accueillir cette semaine un confrère et un ami. Il nous fait vivre sur France Bleu Azur tous les matchs des Rouges et Noirs, sans oublier évidemment 100% Aiglon le lundi. Maxime Baquet est notre invité dans Gym Tonic. Salut Max. Salut Mika et merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille parce que c'est vrai que tu as été... l'émission est l'une des pionnières à parler de l'OGC Nice et c'est vrai que nous on a pris la suite derrière, donc on est très heureux de t'avoir avec nous pour évidemment parler d'une riche actualité de l'OGC Nice. Tu as suivi tout ça, bien évidemment. En tout cas, plaisir partagé et félicitations pour ce très beau rendez-vous que je prends plaisir chaque fin de semaine à suivre depuis sa création. C'est très gentil. On espère qu'on va être à la hauteur une nouvelle fois aujourd'hui. Alors, au sommaire de cette émission, nous parlerons bien sûr longuement de ce match face à l'Olympique de Marseille. Est-ce le premier test de la saison ? Ça sera notre pour-contre. Une rencontre qui sera aussi l'occasion de retrouvailles pour Jonathan Klaus au Vélodrome, mais aussi pour Neil Maupay contre son ancien club, bien sûr l'OGC Nice. Et puis, nous ferons également un peu mieux connaissance avec les deux dernières recrues présentées par le gym, Mohamed Abdel Nomen et Ali Abdi. Et en fin d'émission, le Souviens-toi de Romain sera consacré à ce fameux OM de Nice de 2014 en Coupe de France qui avait vu les Aiglons s'imposer sur le score de 5-4. C'était à l'époque de Claude Puel. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. On démarre ce Gymto bien par ce qui s'est passé cette semaine, ces 15 derniers jours, cette trêve internationale qui a été plutôt studieuse selon Francaise d'Andra. Oui, pas mal de travail sur les 4-5 premiers jours, on l'entendra. Un match amical, plutôt un match de préparation à ce match contre l'OM, et surtout au programme très chargé qui attend les Aiglons avec le lancement de la Coupe d'Europe. Match amical remporté 3-2. On va voir quelques images d'ailleurs de cette rencontre et des buts marqués par les Aiglons pendant que tu parles. Et puis, fin de semaine, là, en tout cas, les internationaux sont revenus au compte-gouttes. Les derniers sont arrivés mercredi. Donc, c'est sûr que c'est pas idéal pour préparer un tel choc. Mais l'OM aussi a beaucoup d'internationaux. Donc, les deux équipes seront un peu sur le même pied d'égalité sur ça. Avant la Coupe d'Europe, Max, il fallait un peu recharger les accus du côté des Niçois, en tous les cas ceux qui ne sont pas partis avec leur sélection. C'est toujours difficile à meubler quand même ces trêves internationales. Ouais, alors le gym a bien fait d'organiser ce petit match amical pour donner du temps de jeu à ceux qui sont un peu en phase de reprise. Jérémy Boga qui avait fait son retour sur les terrains à Angers, qui a pu du coup accumuler encore du temps de jeu, même marqué contre Ajaccio. Les blessés qui ont eu 2 semaines d'entraînement en plus, et on va en parler, ça va permettre à l'effectif d'être plus dense. Après, on saura qu'à la fin du match contre Marseille, si la trêve elle est arrivée au bon moment ou au mauvais, parce que on sentait une montée en puissance de cette équipe avec cette victoire à Angers. Est-ce qu'elle aura un petit peu coupé les ailes des Aiglons ou justement permis de travailler un petit peu sur les défauts et notamment la défense ? Ça, on le saura qu'à la fin du match au stade Vélodrome. En tous les cas, ils ont abordé cette trêve avec la confiance, Antoine, les Aiglons, puisqu'ils s'étaient imposés face à Angers 4-2. Ah ouais, une belle victoire, surtout à la fin, à 10-11. On a eu un peu peur après. Il y a eu une super première mi-temps. On pensait même que Nice pouvait avoir 3 ou 4 buts d'avance. Après, il y a eu ce penalty et on a eu peur à 10-11 avec Angers qui est revenu. Et puis finalement, à 10-11, les Aiglons ont vraiment été performants. Ça a fait du bien à tout le monde avant la trêve. Moi, je pense que cette trêve a fait du bien parce qu'on va récupérer aussi Louché. Même si on a perdu Boudaoui, qui est une grosse perte quand même, mais c'était sur le match à Angers. On va récupérer Louché. On va peut-être récupérer Diop dans l'effectif. Donc c'est une bonne chose. Et avec, je pense qu'il vaut mieux partir dans une trêve avec une victoire plutôt qu'avec une défaite. On gamberge moins. Romain, sur cette trêve internationale, du côté de l'OM, ça s'est passé comment ? Tu as des infos Les premiers petits tags de l'émission. Non, mais c'est pareil, il y a beaucoup d'internationaux. Et quelques petits pépins. Balerdi qui est touché au quadriceps et qui n'a pas pu aller en déplacement avec l'Argentine, donc il sera forfait contre Nice. Et dévoile pas tout après, voilà. Des petites infos par rapport à l'effectif de l'OM. Okay. Voilà. Mais oui, non, mais c'est vrai que Balerdi
sera forfait pour cette rencontre. On va écouter Francaise justement sur ces 15 petits jours où l'OGC Nice s'est préparé pour cette rencontre face à l'OM. Alors le trêve s'est bien passé, on a bossé 4-5 jours et on a fini par un match amical ou de préparation, parce qu'on prépare. L'idée c'était de préparer déjà la série de 6 matchs qui arrivaient, et puis d'intégrer quelques nouveaux joueurs comme Mohamed notamment, qui a pu jouer 90 minutes, comme Mouki qui a pu jouer 65 minutes, redonner à Jérémy un peu plus de temps de jeu, même s'il était déjà rentré contre Angers. Donc globalement ça a bien travaillé, ça a permis de voir et de continuer à voir des jeunes de la formation, dont certains qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant. Donc voilà, et après on a coupé 2 jours et on a repris la semaine dès lundi. Et concernant les internationaux, on les a récupérés au compte-gouttes. On a récupéré les 3 derniers aujourd'hui justement. Evan, Youssouf et Moïse, qui ont des programmes un peu différents, puisque Moïse pour le coup étant suspendu contre Marseille, ça va lui permettre d'avoir une séance légère aujourd'hui et d'avoir une petite coupure. Et on le retrouvera en début de semaine. Voilà. Voilà donc Francaise qui nous a donc appris le surnom de Youssoufa Moukoko. Mouki, c'est mignon. Voilà. C'est mignon. Ça lui va bien. Pas Jean-Pierre Mouki. Mouki. Non, ouais. Une relation est en train de se créer. C'est déjà une bonne Ah, nouvelle. mais c'est bien. Et t'as vu qu'il dit Mohamed pour Abdel Monem. Abdel Monem. Ouais, Voilà. plus facile à dire. Ouais. Des fois j'y arrive un peu moins. Il faut que... Non, mais Il faut que je m'y dis-moi, fasse un petit peu plus. Puisque Francaise parlait justement de ces internationaux, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Ces joueurs niçois aux 4 coins du globe, avec d'abord Marcin Bulka qui a joué avec la Pologne contre la Croatie et l'Écosse, défaite contre la Croatie et victoire en Mais il a pas joué contre la Croatie. Bah ouais, c'est peut-être pour ça. On va dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'il avait une chance vraiment de se montrer sur le premier match. Au final, il prend 2 buts, il n'est pas fautif. Mais en fait, on a senti une fébrilité tout au long du match et qui n'a pas plu au sélectionneur. Et du coup, c'est Skorupski qui a été titularisé le match suivant. Donc, Skorupski, c'est l'ancien, hein, c'est le... Non, c'est... 33 ans, c'est celui qui est entre les deux. C'est celui qui a joué contre la France. Exactement. À l'Euro, ouais. Exactement. Mais Mais il du ne devait coup, pas arrêter, lui. il devait arrêter, il reste encore un petit peu, mais c'était Bulka qui était censé prendre la place de titulaire, la relève. Et d'ailleurs, c'était le message que lui a envoyé le sélectionneur, parce qu'il l'a titularisé. Mais a priori, il n'a pas répondu présent, et du coup, Skorupski l'a remplacé sur le match d'après. Peut-être pas une bonne passe pour Marcin Bulka, entre les négociations pour son contrat qui traîne un peu, sa place pas assurée en équipe de Pologne, un début de saison où il n'y a pas encore eu de clean sheet. Ouais, on sent qu'il est peut-être un petit peu dans le creux de la vague. On a l'impression que tout lui a réussi depuis qu'il a enfilé les gants de titulaire en début de saison dernière, qu'il était sur cette phase ascendante. Et puis là, c'est un petit peu la première peut-être phase difficile de sa carrière, avec cette prolongation qui vient pas. Et comme le disait Léandra, c'est ce statut de titulaire peut-être plus difficile à assumer aussi. On le sait que il accorde énormément d'importance à la sélection, donc, mais bon, il a pour lui la jeunesse, donc Skorupski va tranquillement s'effacer, un petit peu comme Lloris quand il était arrivé à Tottenham. Friedel s'était ensuite effacé, et Lloris avait pu décoller, donc on souhaite le même destin à Marcin. On va regarder les autres internationaux, ce qu'ils ont fait dans cette trêve. Jonathan Klaus, donc avec l'équipe de France, on en reparlera tout à l'heure. Il a joué le premier match face à l'Italie, pas le meilleur. Il n'a pas du tout joué contre la Belgique. Et puis Evan Guessant, lui, c'était ses premières sélections pour Evan Guessant, avec la Côte d'Ivoire et la Zambie, contre la Zambie, et le troisième match contre le Tchad. 2 titularisations. Et il s'est plutôt bien battu. Après, il a manqué de chance, il fait un poteau, donc il attend encore son premier but, d'ouvrir son compteur avec la sélection. Je pense qu'il attend ça avec impatience. Mais déjà, 2 titularisations, c'est quand même un très bon message. Avec ces 2 buts marqués contre Angers, effectivement. Et les 2 derniers donc, internationaux de l'équipe première de l'OGC Nice, c'est Ali Abdi qu'on écoutera tout à l'heure. La Tunisie face à Madagascar et face à la Gambie, 2 victoires pour lui. Et puis Mohamed... Il a marqué. Et il a marqué, en plus, on en parlera de son côté offensif tout à l'heure, à Ali Abdi. Et puis Mohamed Ali Chaud, qui n'a joué qu'un des 2 matchs de l'équipe de France Espoir, face à la Slovénie. Le deuxième, il n'était même pas sur la feuille de match, comme entraîneur. Voilà. Et il y a Youssouf aussi qui a joué avec le Burundi. Youssouf avec le Burundi, effectivement. Qui a fait les 2 matchs, une fois 80 minutes et une fois 70. Une victoire, une défaite.
Voilà, pour Youssouf N'Daye Chimier qui revient bien. Effectivement, voilà donc pour les internationaux de l'OGC Nice cette semaine. Il y a eu du boulot pour tous. Il y a eu Bombito également qui est allé au Canada aussi, qui a fait les 2 matchs. Ouais, qui a fait un long aller-retour 90 minutes. pour le Canada. Mais bon, lui, il ne jouera pas contre Marseille, donc il a tout le temps de se reposer, pour le coup. Voilà, Moïse Bombito. On passe à l'indiscret, on y va. Un indiscret qui concerne, ma chère Léandra, le maillot third, le 3e maillot third. Tu le dis De bien, l'OGC tu le dis Nice. bien. Non, on va dire que plus qu'un indiscret, c'est plutôt un petit teaser, là, parce que les supporters, ils étaient impatients. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, on a eu l'annonce que ce maillot allait être dévoilé mardi. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce maillot, en fait, il va faire écho à l'histoire du club, mais de façon plus Je moderne. parle pour les couleurs. Je ne... Tu dévoileras de plus. Exactement. Non, Non, mais mais il fait écho à l'histoire du club par rapport à ses couleurs. c'est Par ça que tu rapport veux à dire. ses couleurs, On va pas il y a- dévoiler les couleurs, mais si on cherche bien, on comprendra. Quoi. Si on cherche bien, on comprend bien. Et d'ailleurs, si les supporters veulent en commentaire nous donner un petit peu leurs pronostics, ils peuvent le faire avec grand plaisir. Ce que je sais, c'est Il y en a que beaucoup qui le savent déjà. Hein, je ouais, crois. ce maillot, il sera accompagné d'un short noir, enfin, en tout cas d'un bas d'équipement sombre, donc short et chaussettes. Ouais. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, concernant là le match contre l'OM, et ce qui ça va plaire aux supporters, c'est que l'OGC Nice jouera avec ses couleurs rouge et noir, mais avec le short noir, les chaussettes noires, parce que l'OM va aussi dévoiler un nouveau maillot pour les 125 ans du club, Son maillot et jouera de- tout en blanc. Ouais, c'est ça. Avec l'écusson OM, un ancien écusson, je crois. Un des premiers écussons. Un vintage, ouais. Ouais, Ouais. il est joli, il faut être Vintage. objectif, il est sympa. Mais le short noir, ça va pas porter bonheur au gym Contre Auxerre. à Auxerre. Ouais. Parce Ouais. qu'ils ont joué comme ça. Le maillot third, le secret est bien. Third. Third. J'ai pas fait anglais première langue. T'es allemand, toi Oui, hélas. Ouais. Ah, ouais, pour être dans une bonne classe. comme on Ouais, dit. exactement, voilà. Voilà où Du ça coup, t'a mené. J'ai Regarde. plus jamais parlé allemand depuis la terminale, mais bon. Le secret est bien gardé parce que je suis allé à la boutique, faire un petit tour à la boutique mercredi et j'ai demandé à un vendeur, je lui ai dit, bon alors, il est de quelle couleur le maillot third? Et alors il m'a dit, ah non, je peux pas vous le dire, tout ça. Donc, mais par contre, on les a, moi je sais, il m'a dit. Mais donc voilà, non, le secret est bien gardé, j'ai un peu insisté, mais non, il y a donc à la boutique, Bon, en tout cas, on le va pas secret, trahir le secret. le Non, Mais il secret sera est bien porté, gardé. il sera porté pour le match anniversaire des 120 ans contre Saint-Etienne vendredi. Ah, donc ce sera le maillot third qui sera porté Tout à fait. vendredi pour le match sur attention. C'est bizarre, ça, par contre. Et donc c'est mardi Non. alors, bonsoir. Mardi, à la boutique À JD quelle Sport, heure le partenaire. Ouais, À quelle- ou- à quelle heure oui. Fin de soirée. Marseille joue avec son Non, maillot début de soirée. blanc pour voilà, quand il y a un J'arrive. match événement. Ouais. Bon, moi je l'ai pas vu, mais les retours que j'ai eu de ceux qui ont eu la chance de le voir sont Ouais, les assez trois. unanimes. Les deux premiers, en tous les cas, sont magnifiques. Oui, puisque nos confrères de l'équipe De l'équipe, on Et Troisième premier, et de Ah, RMC aussi. on l'ont mieux noté. Ouais. Et les confrères de RMC aussi. Plus beau maillot de Ouais, Ligue 1. l'équipe RMC l'ont classé plus beau maillot de Ligue 1. Beau travail. Pour une fois qu'on est premier Ouais. quelque part. Hein, on va pas se... On a été premier l'année dernière à un moment donné, non? Ah bon En début de saison. On va passer à une des recrues donc, qui est arrivée la semaine dernière, qui a déjà eu quelques petites minutes à Angers. C'est Mohamed Abdelmonem qui a été donc présenté hier du côté de l'OGC Nice. Enfin, hein, on pourrait le dire, parce que c'est vrai que ça a été un peu l'arlésienne ces derniers temps. Un coup, il n'avait pas de visa, un coup, il devait aller en sélection. Donc, à chaque fois, ça a reporté un petit peu la date. Mohamed Abdelmonem. Et ce qui était sympa, c'était la traductrice, Essane Abdelmalek, qui était là. Essane Abdelmalek, Oui, pardon. qui était là pour faire la traduction, qui est la joueuse de l'OGC Nice handball, Bah, capitaine. je pense qu'on n'a jamais vu ça, en fait, une joueuse professionnelle comme ça qui vient faire l'interprète, et je trouve que c'est un super clin d'œil. Ça résume aussi les liens qu'Essane est là avec le club d'Al-Ali, l'ancien club de Mohamed Abdelmonem, et puis je trouve qu'elle a super bien fait le travail, donc nous, ça nous a bien aidé aussi, parce que bon, on maîtrise pas l'égyptien forcément, mais non, vraiment, c'était un moment très sympa, et puis Mohamed Abdelmonem, il a fait bonne impression. Et bien justement, on va l'entendre, le joueur égyptien, donc traduit par Essane Abdelmalek, la capitaine de l'OGC Nice handball.
Je viens de gros clubs égyptiens, les plus grands clubs en Afrique. Ça ne m'étonne pas qu'il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de monde derrière moi. Je suis très 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 content que tous les spectateurs égyptiens sont derrière moi. Il a dit j'espère aussi un jour que beaucoup de spectateurs d'Égypte, de l'Ahli, viendra ici pour regarder les matchs en fait, pour être derrière OGC Nice. Et oui, parce que Mohamed Abdelmonem, c'est un phénomène en Égypte, Romain. C'est vrai qu'il a beaucoup de suiveurs, de followers, et donc l'OGC Nice a gagné aussi là-dessus sur les réseaux sociaux. Ouais, paraît-il. C'est un enjeu maintenant. En 2024, c'est clair, pour tous les clubs, ils regardent les compteurs Instagram, le nombre de suiveurs, et un joueur de cette ampleur-là, ça va leur apporter forcément une fanbase plus importante. Et pour la petite anecdote, Jean-Pierre River nous disait hier, Maxime, que beaucoup de journalistes égyptiens l'ont appelé aussi. Oui, ils ont moins de scrupules à contacter directement les têtes pensantes des clubs. Et donc, il nous a fait effectivement la confidence qu'il avait reçu beaucoup d'appels et ils avaient fait le choix avec Florian Maurice de ne répondre à aucun journaliste locaux d'Égypte. Et effectivement, je ne sais pas pour toi, Mika ou Léandra, mais j'ai eu quelques messages qui essayaient de savoir un petit peu comment ça se passait à Nice, de journalistes égyptiens. Donc voilà. C'est aussi deux manières de voir les choses qui se sont confrontées au moment de ce transfert. Et d'ailleurs, Essane Abdelmalek était à la télé égyptienne hier pour parler justement de ce moment, comment ça s'était passé. Donc voilà, ils n'ont pas perdu le nord, ils ont tout de suite trouvé le bon filon. Il était très à l'aise. Oui. Il était très à l'aise lors de sa présentation, souriant. En tout cas, c'est bien que la sélection égyptienne l'ait laissé s'intégrer pendant la trêve là. Je pense qu'il en a besoin parce que c'est aussi une autre culture, deux cultures différentes. Lui, il a surtout joué dans un championnat qui est pas le même niveau sans doute, même s'il a fait de grands matchs puisqu'il a gagné 2 fois la Ligue des Champions africaine quand même. Ouais. Il joue en sélection égyptienne et il avait même été élu dans l'équipe type de la CAN 2022, me semble-t-il. Voilà, il avait marqué des buts importants aussi à la CAN. Mais c'est pas, voilà, c'est une autre culture aussi. Il parle pas le français, donc c'était bien qu'il soit là 15 jours pour se préparer, quoi. Et celui qui s'occupe de la traduction, d'ailleurs, et ça nous fait la transition avec Ali Abdi, parce que c'est le joueur tunisien qui lui aussi a été présenté hier en conférence de presse, qui se charge de faire le traducteur avec Mohamed Abdelmonem. D'ailleurs, il y a eu un petit test, Francaise nous a dit aussi, il y a eu un petit test, il y a eu... sur des mots en français, 9 sur 10, il a eu... c'est ça, sur les mots importants du football en français, parce que... Laisse, ça vient dans ton dos, un peu comme ça. C'est lequel qui était pas le bon? Ah bon, c'est pas. Aujourd'hui, on n'a pas pensé à demander quel mot avait... Mais il avait son premier cours de français hier, juste après la conf de presse qui a été longue, du coup, pour présenter les deux. Très long, un peu trop long. On a quand même appris qu'il a démarré attaquant, Abdelmonem, et que c'est pour ça qu'il avait aussi un peu ce sens du but. Alors, c'est pas un gros gabarit, qui marquait de la tête. C'est plutôt... 1m84 quoi, ou 85. Plutôt fin. C'est pas un Dante, c'est pas un Youssouf, quoi. Voilà, pour être franc, moi je m'attendais à un Ali Abdi plus petit et un Abdelmonem plus grand. Et au final, ils font la même taille et même gabarit. Donc, comme quoi, c'est bien aussi de voir les gens en chair et en os. Et donc, Ali Abdi a été présenté hier après-midi, donc international tunisien qui arrive du Stade Malherbe Caen, dont le nouvel actionnaire, le nouveau propriétaire est Kylian Mbappé, faut-il le rappeler aujourd'hui. Et enfin, il a pu arriver, il va pouvoir découvrir la Ligue 1, Léandra, ce Ali Abdi, parce que c'est vrai que pour l'instant, à 30 ans, il a toujours joué en Ligue 2. En fait, il est arrivé en France à 26 ans, donc très tard. Il a commencé par le Paris FC, puis ensuite le Stade Malherbe de Caen. Sur les dernières années, il a fini 2 fois dans l'équipe type de Ligue 2. Et en fait, pour un sujet, moi j'avais eu quelques joueurs qui l'ont côtoyé en sélection ou à Caen. Et tout le monde disait, mais en fait, ce joueur, on s'attendait à ce qu'il découvre la Ligue 1 beaucoup plus tôt. Et parce qu'il a vraiment les qualités pour. Et au final, voilà, c'est ce que disait Florian Maurice aussi. Il a honoré un engagement avec le Stade Malherbe. Parfois, il a peut-être aussi été retenu par son club. Mais là, c'est le moment et on le sent prêt, on sent un enthousiasme aussi. Et puis lui, il nous l'a dit, oui, j'ai 30 ans, mais j'ai 23 ans dans la tête. Justement, tiens, on va l'écouter, Ali Abdi, quand il nous dit ça, sur sa découverte un peu tardive de la Ligue 1. Pour moi, j'ai 30 ans, mais dans ma tête, j'ai 23 ans, moi. Donc, j'ai encore du temps pour réussir et montrer à tout le monde que je mérite d'être un joueur de Ligue 1 et de ce club, magnifique club.
D'abord, moi, je suis venu ici en France trop tard. Je pense si je suis venu un peu tôt, je serais réussi à avoir la Ligue 1 plutôt aussi. Après, j'ai eu un peu de difficulté avec les clubs où j'ai joué. Et parfois, le club il compte sur toi, donc il faut respecter le club. Cette fois-là, j'ai réussi d'avoir une belle discussion avec le Stade Malherbe et avec les nouvelles propriétaires de Stade Malherbe. Donc du coup, c'était un peu pas compliqué quoi, comme d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai réussi d'avoir la Ligue 1 un peu tard, mais t'inquiète. Voilà, t'inquiète. Il est pris, Ali Abdi. Ouais. Après, moi j'ai regardé un peu ses stats en Ligue 2. Il a fait à chaque fois une trentaine de matchs et il est décisif une fois sur trois. Une fois sur trois. Passeur ou buteur? Alors, ou passeur ou buteur. Alors, surtout buteur, la dernière année avec Camps, il a mis 9 buts et une passe D sur 31 matchs, je crois. Lors de sa première année au Paris AFC, il avait mis 9 buts aussi avec 2 passes décisives. Donc, pareil, il avait fait 33 matchs, donc il est décisif une fois sur 3. Et la première année avec Caen, il avait marqué 3 buts et 5 passes D sur une trentaine de matchs aussi. Donc, voilà, il va apporter offensivement. Alors, son petit défaut, c'est quand même défensivement. Il est peut-être, comme il est très offensif, donc il laisse un peu des espaces derrière. Pour un mec qui est venu les mains dans les poches, quand même, Antoine, là, il nous a sorti plutôt 3 stats là, comme ça, préparé. sur Ali Abdi. Bim bam boum. Allez, hop. Mais après, le foot, c'est ma passion, le gym aussi, donc c'est normal que je m'intéresse. Quoi. Et Je veux le dire, ça, Stade c'est Malherbe de pas Caen du Mais là, travail. c'était des stats de Christopher Roux, là, après. Ouais. Non, mais après, ça, c'est des choses que tu regardes quand un joueur signe à Nice, tu regardes ses stats. On le sait, Max, que Melvin Mard n'est jamais aussi bon que quand il a un concurrent derrière qui le pousse un peu. Là, a priori, avec Ali Abdi, ça devrait le faire. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit pendant sa conférence de presse, que lui, il n'arrivait jamais dans un club comme titulaire, mais il avait toujours envie aussi d'aller challenger, d'aller chercher le plus de temps de jeu possible. Et on a vu comment la concurrence avait poussé Melvin à devenir meilleur. Donc c'est un binôme qui va fonctionner parce qu'on voit que c'est un super état d'esprit, il a beaucoup de fraîcheur. Le fait d'arriver à 30 ans en Ligue 1, justement, il va arriver avec cette envie de prouver, mais avec une maturité qui va lui permettre de s'intégrer tranquillement dans ce vestiaire. Et je pense que c'était vraiment c'est la bonne formule d'avoir permis à Lotomba de sortir de cet effectif parce qu'on le sentait en fin de parcours et d'avoir pris un joueur qui arrive avec justement cette fraîcheur, quoi. Donc c'est un joli coup, je pense, réalisé par le gym sans prendre trop de risques, prendre trop de risques financièrement. Je pense que le salaire en arrivant de Ligue 2, ça doit pas non plus être démentiel. Donc non, ça donne envie de voir parce que c'est un profil qui, voilà, comme le disait Antoine, très offensif dans le système de Francaise, ça peut coller. Tu sens, là on va parler de la défense, Romain, tu sens que l'OGC Nice, défensivement, est armé cette saison? Est-ce que, par exemple, avec le départ de Todibo, qui constitue la meilleure charnière, la meilleure défense de Ligue 1 sur les 2 dernières saisons, aujourd'hui l'OGC Nice, comme on l'a dit depuis le début, a pris des buts déjà, n'a pas de clean sheet, mais est-ce qu'avec la qualité des joueurs, en tous les cas, ce que l'on nous annonce, tu sens cette équipe armée? Clairement, pour moi, elle a perdu en talent. On ne remplace pas Todibo comme ça. C'était la grande force, le duo Todibo-Dante, la vitesse de Todibo qui compensait un peu la lenteur, entre guillemets, de Dante. Et avec Boulka qui avait fait une super saison l'an passé, il va falloir retrouver ses automatismes. Après, ils ont recruté 2 défenseurs centraux qui ne connaissent pas la Ligue 1. Il va y avoir forcément un temps d'adaptation. Les latéraux... Klaus, je pense que c'est une bonne affaire, mais c'est pas le joueur le plus défensif du monde non plus. Barre, s'il est concurrencé et qu'il refait la même saison que l'an passé, ça devrait être à peu près le même niveau. Mais tout ça, c'est des automatismes, c'est un groupe. Donc pour moi, la défense de Nice est moins forte que la saison dernière. Tu es d'accord avec ça, Antoine? Oui, comme ça, intrinsèquement, je suis d'accord, mais c'est normal que le système n'est pas le même non plus. Donc je pense que tu vas te découvrir plus en attaquant plus avec le système de Francaise. Donc c'est normal que tu laisses un peu plus d'espace derrière, parce que tu encasseras plus de buts, mais tu en marqueras aussi beaucoup plus. C'est ce qui nous a manqué. Cette saison, c'est déjà le cas. Voilà, ça nous a manqué beaucoup la saison dernière, notamment au niveau du spectacle. Et voilà, on voyait souvent des 1-0 sur un penalty. Et voilà, on gagnait, mais bon, on était un peu déçus. Et là, c'est sûr que le gym encaissera plus de buts, mais on en verra plus aussi. On en marquera plus aussi. Donc pour moi, c'est mieux pour le spectacle.
Tu sens justement, Max, que les supporters que tu croises, qui interagissent dans ton émission, ont envie d'un peu plus de spectacle, quitte à prendre un peu plus de buts peut-être aussi? Oui, clairement. Clairement, il y a cet enthousiasme à voir cette équipe, à voir déjà arriver Francaise et tout ce qu'il a suscité à Lens en termes de jeu, d'engouement, même humainement. C'est quelqu'un qui est assez simple et qui a l'air... On n'a pas trop de mal à s'identifier au personnage et puis le jeu qu'il prône quand devant les micros il répète dès qu'il en a l'occasion que lui ce qui l'intéresse c'est de transmettre des émotions. C'est ce qui nous manque depuis quelques années parce que quand tu regardes les résultats finalement il n'y a pas eu de gros trous, il y a une forme de régularité, mais par contre, il manque un peu l'étincelle. Et on a l'impression que l'arrivée de Francaise et avec cet effectif-là, cette manière de voir le jeu, on va davantage se régaler cette année. Et les 3 premiers matchs, avec cette montée en puissance déjà, c'est assez prometteur. Plutôt prometteur, effectivement, et surtout ce match face à Angers. Alors avant d'aborder le match face à l'Olympique de Marseille samedi après-midi, du côté du Stade Vélodrome, un petit mot avec toi, Max, sur 100% Aiglon, évidemment. Cette émission du lundi, combien de saisons déjà? C'est la 17e saison. 17e saison. Tu sais que j'étais là à la première. J'imagine, ce qui nous permet de saluer Xavier Montferrand et Éric Le Bihan. Exactement, qui ont été aux manettes de cette émission. Puis il y a eu Jean-Baptiste Marie qui dorénavant suit le Stade Malherbe de Caen, si cher à son cœur. Et puis voilà, moi c'est la 6e saison et avec le pilier évidemment de cette émission, Patrice Albert-Ganti. Que tu nous prêtes de temps en temps sur le plateau. Avec grand plaisir, mais sans option d'achat. On veut qu'il revienne. Sur un prépayant en plus, parce qu'il faut lui mettre la bière après. Et puis pas qu'une. Enfin bon, on le salue. Mais non, voilà, c'est toujours un immense plaisir d'avoir des supporters qui peuvent parler librement de l'OGC Nice. Donc c'est vraiment un bon moment et on espère que ça va durer encore des années. Et une émission qui est devenue quotidienne, en plus, aujourd'hui. Qui était quotidienne. On revient à la formule débrief d'après-match. Donc le lundi, le match du week-end. Tu bossais trop, quoi. Ouais. Et puis, bon, Patrice nous coûtait trop cher. Voilà, coupe budgétaire. Non, on est revenu à la formule 1 heure de débrief après chaque match. Donc le lundi, la traditionnelle. Et puis là, avec le retour de la Coupe d'Europe, on sortira. Parce que la petite nouveauté cette année, c'est qu'on ira dans des bars de Nice pour aller au plus près des supporters. Avec Patou. Voilà, donc ça s'annonce croustillant et on invite évidemment donc les supporters à venir. Ça, c'est super, on devrait, je m'avance un peu, mais voilà, sortir pour la première fois, donc après le premier match contre la Real Sociedad en Coupe d'Europe. Et comment ça va se passer alors? C'est quoi le principe? C'est quoi faire parler les auditeurs? On se met autour d'une table, Patou paye la tournée et puis on vient débriefer le match de la veille et avec le même ton que le lundi. On débrief les tops, les flops, le focus, un petit peu comme vous. Oui, on n'a rien inventé, de toute façon, dans le football, évidemment. On est complémentaires. Et puis surtout, il y a ces commentaires de match également en intégral. Ça te fait une belle saison quand même. Ouais, mais franchement, c'est un régal d'être au stade, d'avoir la chance de pouvoir suivre tous les matchs à domicile, à l'extérieur, en Coupe de France, en Coupe d'Europe, découvrir des stades. Quand on est passionné de foot, Antoine le disait, on n'a même pas l'impression de travailler. On se plonge là-dedans par plaisir, le matin, le soir. Donc c'est une chance immense de travailler dans un milieu qui nous passionne. Et cette année, ça s'annonce plutôt sympa. On parlait du jeu de Francaise. Il y a quelques déplacements plutôt cool à faire en Coupe d'Europe. Donc que du plaisir. Bon, on te souhaite une belle saison évidemment sur les antennes de France Bleu Azur. Rappelle-nous 100% Aiglon le lundi à 18h. 18h, 19h. Et puis les lendemains de match de Coupe d'Europe, ce sera le même horaire le jeudi. Après ce premier match contre la Real Sociedad le mercredi soir. Et plus régulièrement, ce sera le vendredi. Bon, on suivra ça évidemment, toujours avec une grande attention. On va se plonger maintenant sur ce match face à l'Olympique de Marseille, donc avec l'OGC Nice vainqueur face à Angers, une équipe de l'Olympique de Marseille. Romain qui, pour le coup, a fait un très bon début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Oui, c'est comparable à l'OGC Nice. Il y a une métamorphose dans le jeu, si on se rappelle de l'OM il y a un an. Là, c'est 2 victoires, 1 nul, 10 buts marqués. Et puis, il y a Greenwood qui en est déjà à 5 buts en 3 matchs. Donc, c'est un départ en fanfare. Et ça fait mal d'entendre ça. Et ça joue bien. Ça joue bien, c'est assez spectaculaire. Même Luis Enrique, qui était perdu pour le foot depuis 4 ans, était métamorphosé.
Revit, Ouais. tout simplement. Finalement, il avait les scouts qui l'ont trouvé, il avait peut-être trouvé une bonne pioche. En tout cas, sur ses 3 premiers matchs, il est bon. Après, défensivement, c'est pareil. C'est pas hyper solide non plus. Balerdis va être absent contre Nice. C'est devenu le capitaine et le taulier de cette défense. Donc, Brassier débute. Cornelius n'a pas fait un super premier match contre Brest, provoque un penalty. Il a pris un choc à la tête contre le Canada. Bon, apparemment, ça devrait le faire. Mais c'est plus offensivement que défensivement qui donne des garanties. Ils sont plutôt impressionnants, c'est vrai, du côté du secteur offensif, les hommes de Roberto De Zerbi. On va écouter Franquès, justement, ce qu'il pense de cette équipe de l'OM. Il est devant la caméra de Philippe Berti. J'ai vu les matchs de Marseille, ils sont déjà très performants, tout en ayant changé à la fois d'animation au pluriel, tout en ayant changé d'entraîneur, tout en ayant changé pas mal de joueurs. Ils sont déjà très performants. Donc je pense qu'ils seront très, très performants dans 2 jours. Ce qui compte, c'est que nous, on soit encore plus performants. Tout à l'heure, je vous parlais notamment de l'animation défensive. Je pense que là-dessus, voilà, que ce soit Marseille ou, comme j'ai dit, la série de matchs qu'on va avoir avec beaucoup de grosses rencontres, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'être meilleur sur l'animation défensive collective. J'en veux pour preuve qu'on a à chaque fois ouvert le score sur les 3 premières journées, mais qu'on n'a pas remporté les 3 matchs. Donc on doit continuer à se créer des occasions et à marquer des buts, ça c'est plutôt positif. Mais aussi on doit être plus exigeant, plus concentré, plus fort, capable de se fermer plus facilement parfois qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Être meilleur défensivement pour cette équipe de l'OGC Nice face donc à un OM très spectaculaire, sous les ordres de Roberto De Zerbi, dont on nous avait dit que Francesco Farioli était l'élève, le disciple. Bon, c'est pas le même jeu. Hein. Non, c'est pas ce qu'on a vu la saison dernière en tout cas. Hein. Alors peut-être au niveau de la possession au départ, parce que bon, De Zerbi, son jeu, c'est d'avoir la possession aussi, puis d'attendre le bon moment pour attaquer ou pour contrer. Sauf que je pense que De Zerbi, il a réussi bien à mettre en œuvre et à faire du spectacle. Alors que Farioli, c'était... Peut-être pas les mêmes joueurs non plus. Il n'avait peut-être pas les mêmes joueurs non plus. Il avait moins de créateurs, on va dire. Alors que là, il y a quand même Harit qui est très bon là, derrière. Harit qui voulait en plus sortir à un moment donné. En soutien des attaquants, il est très bon. Mais de toute façon, on voit bon, je ne vais pas le comparer du tout à Bielsa, De Zerbi, mais il a besoin de joueurs qui sont assez quand même spécifiques. Quand on voit qu'il s'est passé quand même qu'il se passe de Vertou, Mbemba, Gigot, de Paul Lopez, qui sont quand même des cadres et quand même des bons joueurs à Marseille. On se demande quel coach pourrait se passer de joueurs qui ont plutôt été bons en plus la saison dernière, même de Klose. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'OM l'a mis dans un fauteuil. Oui, il a pris les joueurs qu'il voulait. Du camion, voilà. Il a pris les joueurs qu'il voulait, ils lui ont donné un contrat de 3 ans mirobolant. Enfin, vraiment, alors, je dis pas que c'est facile, mais ça aide quand même à mettre en place quelque chose et à être performant très rapidement. C'est sûr, mais il arrive quand même à se priver de 5 joueurs de l'année dernière qui étaient des joueurs cadres de l'OM et qui avaient plutôt fait une bonne saison. Moi, je trouve ça assez remarquable aussi d'arriver comme ça en 2 mois à mettre en place une animation qui fonctionne très bien et sans des joueurs qui soient non plus très très connus. Quoi. Bon, c'est pas OM Tonic, les gars, c'est Jim Tonic. Vous êtes en train de me digresser sur l'OM. Non, mais c'est pour comparer avec Farioli, déjà qui était reviens. Je te rappelle qu'il était remets-toi sur tes pieds. La saison dernière. Tu te rappelles ou pas? Oui, ça je me rappelle très bien. Oui. Je te rappelle que l'OGC Nice joue contre Marseille samedi. Oui. Voilà. Il est colère. Oh là là. En plus de Vertou et Gigot, il y a aussi Aubameyang qui est parti. Oui, mais Aubameyang, ça c'est pas. C'était ton meilleur buteur. Voilà. Il a 35 oui, non, mais il est parti, mais ça, je veux dire, c'est pas, si tu veux, il n'était pas au loft, lui. Il a vraiment voulu le garder, enfin bref. Remets de l'ordre, Mika. Non, on va remettre de l'ordre, parce pas sûr qu'on remette de l'ordre, parce qu'on va passer au pour-contre, là. Donc, ça va peut-être un peu s'écharper entre Romain et toi. Allez, on y va, le pour-contre. Il est vexé, moi, Antoine. Non. Allez, on va passer au pour-contre avec cette question. Est-ce le premier gros test de la saison pour l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille? On va laisser d'abord la parole à Romain. Donc moi, je dis non, c'est pas le premier gros test. Bien sûr, aller jouer à Marseille, c'est un match important. Mais c'est un match qui vaut que 3 points comme celui à Auxerre. Bon, j'enfonce des portes ouvertes. Mais pour moi, le vrai test de l'OGC Nice cette saison, c'est la faculté d'arriver à enchaîner
les semaines à 2 matchs. Et là, on n'est pas encore dans ce cadre-là. Donc, on va attendre quand il y aura Sociedad, Lazio. Là, il n'y a que 3 points en jeu. Il n'y a qu'un match. Ils reviennent, ils sont frais. Ils ont une coupure pour certains qui n'étaient pas internationaux. Et puis là, il y a la vibe Marseille sur les 3 premiers matchs. Mais Marseille non plus n'a pas affronté un concurrent direct. Donc, peut-être que ça va s'effriter, cette vibe de Zerbi. Donc, pour moi, c'est trop tôt, à 4e journée, pour dire que c'est le gros test de la saison pour Nice. Léandra. T'as été bon, Romain. Non, moi j'estime que si un match au Vélodrome n'est pas un test, qu'est-ce qu'il est? Parce que finalement, après avoir joué Auxerre, Angers, Toulouse, voilà, l'OM c'est un adversaire d'un autre calibre, c'est un adversaire qui surfe sur un super début de saison, qui a marqué 10 buts en 3 matchs, qui a un homme qui survole le championnat, c'est Mason Greenwood. Donc moi j'ai envie de voir si cette équipe de Nice, elle va être capable de résister à tout ça, à la pression du public, de résister à cette attaque de feu, parce qu'on sait que la défense de l'OGC Nice, elle est encore en construction, avec des recrues qui sont encore en train de s'intégrer. Donc j'ai envie de savoir, moi, cette équipe de l'OGC Nice, elle va être assez tueuse dans ses temps forts, si elle va résister dans ses temps faibles, si mentalement elle va être capable de refaire ce qu'elle a fait à Angers, c'est-à-dire que de se remettre un peu à l'endroit. Parce que pour le moment, il y a encore des absences, il y a encore un peu de manque de concentration. Et ce match-là, je pense qu'il va en dire beaucoup sur ce qu'on est capable d'attendre de l'OGC Nice sur les prochaines semaines, avec un programme très très lourd, avec le lancement de la Coupe d'Europe, le PSG, Monaco, Lens, donc très compliqué. Donc est-ce que cette victoire contre Angers, c'était un trompe-l'œil? On va vite le savoir. Bon, Max, les deux sont de très bons arguments. C'est vrai. Il va falloir que tu te mouilles un peu là. Difficile de trancher, mais je vais quand même donner le point si j'ai le droit. Oh bah oui, bien sûr, t'as tous les droits. Tu as tous les droits. Non, mais je suis plutôt comme Léandra, et pas seulement parce que je vais faire quelques déplacements avec elle cette saison, mais par T'as intérêt comme à... Allez, non, par la nature du match, par l'affiche. Voilà, c'est vrai que Marseille, par rapport aux 3 premiers adversaires, ça n'a rien à voir. C'est le derby de la Méditerranée, donc forcément, c'est un match un petit peu à part, et parce qu'il arrive très tôt dans la saison, donc ça permet d'offrir une adversité qu'on n'a pas encore eue. Et j'ai le souvenir qu'il y a 2 ans, quand Lucien Favre revient, il y avait eu des premiers matchs un petit peu poussifs, mais lui restait très optimiste. Et il y avait eu la réception de Marseille à peu près au même moment, ou peut-être juste avant la trêve internationale, et le gym s'était effondré, avait pris 3-0. 3-0 à mi-temps. Et on avait compris que on allait un petit peu dans le mur. Donc, espérons évidemment que le scénario soit différent, mais c'est un petit peu comme le dit Léandra, Marseille, avec ce début de saison tonitruant, on va tout de suite voir si l'effectif, les recrues, la manière de voir le jeu de Francaise est compatible face à des adversaires comme l'OM. Avec quand même la petite nuance, effectivement, que l'objectif répété par Florian Maurice cet été, c'était de doubler tous les postes pour être performant sur les 2 compétitions. Donc là, on n'est pas encore au cœur de la saison. Donc, ça, c'est un argument qui fait mouche pour moi, l'argument de Romain sur on les attend sur les semaines à 2 matchs, Antoine. Alors, tout à fait. Alors, autant te dire que quand j'ai vu le sommaire du pour-contre, je me suis dit qu'est-ce que va bien pouvoir trouver Romain. Et effectivement, cet argument, il est très bon, moi, je trouve. Alors après, c'est vrai que je suis plus d'accord avec Léandra. Effectivement, pour la Ligue 1, c'est un vrai test. Mais l'argument que développe Romain, pour le court terme, donc ce match-là, effectivement, est un vrai test. Mais pour le moyen terme, je trouve l'argument de Romain très bon. Et effectivement, sur les semaines à 2 matchs, etc., c'est là vraiment qu'on va voir si Nice pourrait tenir la cadence plus sur le moyen terme. Et c'est pour ça que je dirais que Léandra a raison à court terme et que Romain a raison à moyen terme. Donc, un partout, balle au centre. Balle au centre. On signe d'ailleurs un partout au Vélodrome, c'est bon, vous signez ou... Un partout, moi je signe. Ouais. Mais surtout sans Boudaoui, en fait. Alors, sans Boudaoui, mais avec peut-être le retour de Sofiane Diop dans le groupe. Raconte-nous ça un peu, Léandra. Francaise en a parlé, il a joué quelques minutes face à Ajaccio. Ouais, on va dire que c'est un peu plus hypothétique que Tom Louchet, qui lui va faire vraiment son retour, qui a fait une bonne séance d'entraînement et qui n'a plus mal à la cuisse. Sofiane Diop, c'est un peu différent parce que ça faisait 8 mois qu'il était absent. Si on met ça sur 1 an, c'est ce que disait Francaise, il a joué 100 minutes. Donc c'est-à-dire que c'est un joueur où on ne peut pas prendre de risques avec lui. Alors oui, il a joué 25 minutes contre Ajaccio. A priori, ça s'est plutôt bien passé. Mais il a encore un petit peu des hauts et des bas dans les séances d'entraînement. Il donne beaucoup d'énergie, il a une forte envie de revenir parce que c'est un joueur que voilà, c'est difficile pour un jeune joueur quand même d'être absent aussi longtemps. Et son aventure à Nice, elle n'a pas encore vraiment commencé après son arrivée de Monaco. Donc oui, on pourrait le voir dans le groupe, mais peut-être pas rentrer.
après, selon le scénario, on sait que Francaise, il a dû parfois précipiter des entrées sur le terrain, hein, c'est depuis le début de la saison. Mais en tout cas, Sofiane Diop, il est sur le bon chemin et on le verra de plus en plus dans le groupe. Max, ne serait-ce que de le revoir avec un maillot rouge et noir, Sofiane Diop, ça fait déjà du bien. Ouais, on Ça fait l'avait plaisir. presque oublié. C'est vrai que dans l'effectif cet été, quand on parlait un peu des postes à doubler, on mettait rarement Diop dans la rotation devant. Mais c'est un joueur qui a une palette technique assez intéressante, qui avait montré à Monaco qu'il pouvait être polyvalent, jouer à gauche dans l'axe, et je pense que dans le système de Franck Hez, où il peut être la doublure de Boga, mais on voit qu'au milieu finalement on n'est pas si fourni, et avec la blessure de Boudaoui, un Sanson qui met du temps aussi à revenir. Pourquoi pas aussi intégrer, soit dans un milieu renforcé comme il a pu le faire contre Toulouse, voire même à deux, Sofiane Diop à ce niveau-là. Donc il va avoir forcément du temps de jeu et ça fait du bien de le revoir. Et Boudaoui, ça sera jusqu'à la prochaine trêve internationale, hein, nous a dit Francaise. Mais en tout cas, Mika, pardon, je te coupe. Le signal positif, c'est déjà, il n'y a pas eu de recrue à ce poste-là parce que justement, à un moment, c'était incertain, mais ils se sont dit qu'il était revenu assez vite. Effectivement, non, mais tu as raison. Et il était aussi sur la liste UEFA pour l'Europe, donc le compte sur lui. On peut le considérer, alors on lui laisse un peu de temps, un mois ou deux peut-être, mais que ça peut être presque une recrue, Sofiane Diop pour l'OGC Nice. Écoute, tu as utilisé le terme, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait plaisir à qui, en fait? À Murillo, s'il joue. Et c'est quand le dernier match, le bon match, quand est-ce qu'il a été bon à l'OGC Nice? Il a eu beaucoup de pépins physiques. Contre Rennes, il a tiré un coup franc quand il est rentré la dernière fois et ça fait but. Ouais, mais bon, il est trop inconstant. C'est un joueur qui marche beaucoup au mental, et s'il arrive à trouver une connexion avec Franck Hez et qu'il arrive à être et que Hez arrive à le responsabiliser. Alors c'est une véritable recrue. Voilà. À ce moment-là. Ouais. On a vu à Monaco, selon les coachs, dans sa carrière, selon les saisons, il peut être très fort ou tout en bas. Donc ça va, je pense, beaucoup dépendre de cette connexion qu'il peut créer avec Hez. Non, on ne va pas brûler les étapes évidemment pour Sofiane Diop, on va lui laisser tout le temps de revenir à son niveau, et on espère que ça sera le meilleur niveau effectivement de Sofiane Diop pour faire mentir Romain, qui le trouve effectivement inconstant, mais il n'a pas tort, Romain, c'est vrai qu'il n'a pas fait de grands matchs pour l'instant sous les couleurs du gym Sofiane Diop, ou en tous les cas il était trop intermittent pour le moment, et lui-même de toute façon le sait, le reconnaît. Pour 20 millions d'euros, s'il était arrivé libre, ça serait, un discours serait différent, mais c'était quand même un investissement énorme pour 18 je crois, 18 millions. Ou presque 20, ouais. Ouais, presque 20 millions d'euros, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour l'OGC Nice de maintenant, ça serait quasiment impossible de voir un joueur à 20 millions qui joue pas, quoi, parce que là, ce serait un véritable échec. À l'époque, il y avait un peu plus d'argent. Terem Mofil a coûté 30 millions, il joue pas non plus. C'est vrai. Bon, il est blessé, mais... Il est blessé. Alors, on parlait de retrouvailles. Il y en aura plusieurs dans cette rencontre, et en particulier une importante, c'est Jonathan Klaus au Vélodrome. On en parle dans le Focus. Il était venu sur ce plateau, Jonathan Klaus, nous expliquer un petit peu comment ça s'était passé dans son ancien club, l'Olympique de Marseille. Ça s'est pas très bien passé avec ses anciens dirigeants, même si c'est aplani depuis, avec Mehdi Benassia en particulier, le directeur sportif, qui voulait le vendre à un moment donné, qui s'était penché dans les médias, ce qui avait conduit les supporters de l'Olympique de Marseille, en tous les cas certains, à se retourner contre Jonathan Klaus, sur les réseaux sociaux. Là, on se dit que ce retour si rapide au Vélodrome, on est au mois de septembre, ça fait 2 mois à peine qu'il est parti, il risque d'avoir les oreilles qui sifflent un peu, Jonathan Klaus. Vu ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, il va être bien accueilli, il va falloir qu'il soit bien accroché, après il s'y attend. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est un peu un coup de gueule, c'est aussi, on parle souvent de santé mentale là, du footballeur, tout ça, et je trouve qu'ils lui ont fait subir, en fait, c'est très très dur, voilà, et on sait qu'à Marseille, c'est injuste, c'est dur, et on sait qu'à Marseille, les supporters suivent souvent derrière, donc ça met encore plus de pression sur un joueur, et j'espère qu'il va faire un grand match. Moi, je pense qu'il va en faire un, qui sera revanchard, mais c'est sûr que moi, ça m'a pas vraiment plu ce qu'il est. Une petite clim avec un but dès la 5e ou 6e minute. S'il peut mettre le même que l'année dernière. Ouais, contre nous. Ouais, s'il fait le même but. Effectivement. Non, mais c'est vrai, Max, voilà, il faut que tout se passe bien, en tous les cas, pour lui au Vélodrome. Moi, je suis totalement d'accord avec Léandra sur la pression que peuvent subir certains joueurs. On se rend
peut-être pas forcément compte, mais j'ai vu Marseille publier un communiqué pour prendre la défense de Jordan Verretou, qui a Oui, été lui-même j'ai vu aussi, ouais. victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Sa famille Il n'y également. avait pas eu le même traitement et la même défense pour Jonathan Klaus quand il avait été jeté en pâture par les dirigeants marseillais. Donc, est-ce que ça va animer un sentiment de revanche chez lui? Sur votre plateau, j'ai pas eu l'impression qu'il était dans cet état d'esprit. Non, il a tourné la page. Non. Francaise nous Enfin, il disait- essaye de tourner la page, mais c'est pas évident non plus, parce que on le ramène aussi parfois. Bah à ça. après, je pense qu'il vit aussi comme un soulagement cette arrivée à Nice dans un climat beaucoup plus apaisé, avec un coach qu'il connaît. Donc, à mon avis, il est dans un état d'esprit assez positif. Et après, ça dépendra peut-être du scénario du match, mais les Marseillais ont aussi d'autres choses à célébrer. Il y a les 125 ans du club, les 40 ans d'un groupe de supporters. Donc, il y aura peut-être quelques sifflets au début, puis Oui, ça peut-être se tasser un et peu. après, il n'a pas fait une mauvaise saison non plus à Marseille l'année dernière. Faut pas, ils ont vraiment la même mémoire courte, hein, les gens. Hein. Mais ça, c'est typique du supporter. Oui, hein. mais là encore la plus mémoire à Marseille, je pense. Hein, donc, non, Il mais a c'est fait dommage. 2 très bonnes saisons à Marseille, mais il va être hué ce Oui. week-end, c'est sûr. Quand tu vois que Valbuena, ce qu'il a donné à Marseille, comment il a été Ouais, reçu bah, Ouais, derrière. enfin, on espère que ça se termine pas Oui, comme oui, voilà. Valbuena, avec la potence, les machins, les trucs. Ça, c'était terrible. Hein. Bon, il y en a qui vont dire que c'est le folklore, mais Non, ça, c'est non, pas du folklore. si, Plus maintenant. si on peut s'en passer, c'est mieux. Ouais. Plus maintenant. Non, puis les Marseillais, enfin, je sais pas, s'ils sont contents d'avoir laissé partir Jonathan Klaus pour avoir Murillo titulaire sur le côté droit. Tout à l'heure, Antoine disait... En plus, 5 millions. Bah oui, Antoine disait tout à l'heure Bah, a que... priori, c'était un service rendu selon l'article de l'équipe ce matin, entre guillemets. Ah c'est ouais. que, Mais au ils ont départ, recruté personne, du coup. ils ont Derrière. recruté personne. Mais ils avaient refusé une offre de 12 ou 13 millions de Galatasaray. Et au final, bon, bah, je pense que ça a arrangé tout le monde aussi qui partent. Ça fait 2 fois que vous me descendez Murillo. S'il fait un bon match, je vous le ressors. Hein, parce que là, ça sera votre faute. Hein. Bah, il a Parce réussi que- à rendre Luis Enrique performant. Alors, peut-être qu'il veut faire la même chose avec Murillo. Enfin, il sera face à Boga, a priori, peut-être. Ouais. Sans doute. Il va avoir quelques petits Il aura du boulot. soucis. On va écouter Franquès, justement, on lui a posé la question dans quel état d'esprit se trouvait Jonathan Klaus, un joueur évidemment qu'il connaît très bien. Écoutez la réponse du coach niçois. Il est revenu de l'équipe de France mercredi. Il a fait un petit travail en individuel mercredi. Après, il s'est entraîné. Non, pas mercredi. Il a fait un travail en individuel mardi, puisqu'il s'est entraîné normalement hier et normalement aujourd'hui. En tout cas, on était content de le retrouver, puis lui était content de nous retrouver. Et puis, je pense quand même qu'il a fait beaucoup de bons matchs à Marseille. Moi, j'en ai vu quand même un certain nombre de matchs de Marseille pendant 2 ans et certains de ces matchs, je pense qu'il a quand même été, il a souvent répondu présent. Et donc, voilà, après, qu'il y ait des supporters, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il y en a aussi très bien qui savent qu'il a mouillé le maillot marseillais. Franquès qui insiste effectivement sur le fait qu'il a fait des bons matchs du côté de l'OM Leandre. Mais ce qu'on a dit en fait avant, là, pendant le bilan des internationaux, c'est aussi qu'il a fait un très mauvais match avec l'équipe de France. Il faudra voir aussi comment il rebondit Alors, comme tous, après hein, cette déception. Oui, parce que comme tous, ce c'est France vrai. Italie, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Hein. C'est pas faux. Mais quand même, Di Marco, il lui a fait vivre un peu un calvaire sur le côté droit. Mais on sait Max que Jonathan Klaus, c'est un piston, c'est un joueur qui se projette beaucoup, et les qualités défensives, c'est peut-être pas ses premières non plus, à un moment donné sur le couloir. Ouais, sur les 3 premiers matchs, on a vu qu'il était un petit peu en souffrance. Et lui-même le reconnaissait. Hein. C'est lui le premier qui, les quelques fois on l'a croisé en zone mixte, nous disait qu'il n'était pas satisfait de ses performances, même après avoir marqué contre Toulouse. Donc il y a tout ce contexte, il y a ce match Ouais, avec il faut les qu'il Bleus. se libère peut-être un peu. Ouais. Ouais, je pense qu'il va, aussi, il va qu'il être un retrouve petit peu son niveau. revanchard et avoir envie de prouver. Moi, je le vois faire un gros match parce qu'il a justement cette expérience maintenant. Il sait gérer ces événements-là. Aise le disait hier, les matchs au Vélodrome, il y a des ingrédients un peu particuliers à mettre au niveau mental. Lui, il les a vécus dans les 2 camps, à domicile extérieur. Donc, il va pas être trop perturbé, je pense, et je le vois faire un gros match. Bon, on espère en tout cas que tout se passera bien sur le terrain pour lui, qu'il y ait des sifflets, des banderoles, peut-être des choses comme ça. Bon, c'est peut-être le jeu, et encore, mais que ça n'ira pas, évidemment, au-delà du côté des supporters de l'Olympique de Marseille. Pas vrai, Antoine ? Bah oui, puis, comme disait Max tout à l'heure, ils ont peut-être autre chose à faire. Ils ont les 125 ans, c'est ça, du club. Ouais, c'est ça. Du club. Voilà, il y a un nouveau maillot, il y a un match à gagner. Jonathan Klaus, à mon avis, c'est. Bon. Il faudra le mettre sur le côté. Hein. D'autres trouvailles, c'est Neil Maupay. Neil Maupay, on vous en parle depuis le début de cette saison
du côté de Gym Tonic. On a cru à un moment donné qu'il pourrait peut-être revenir du côté de l'OGC Nice. Eh bien non, il est dans le camp d'en face pour ce premier match et c'est tout un symbole évidemment pour Neil Maupay en tous les cas que son premier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, eh bien ce sera face à l'OGC Nice. Alors lui aussi... Il a joué contre Toulouse. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a... Oui. Alors son premier match à domicile. Ouais. Lui aussi, il a eu quelques petits colivés sur les réseaux, Neil Maupay, depuis qu'il est arrivé, mais là, du côté des supporters niçois. Oui, bah c'est le jeu, forcément. Ouais, c'est le jeu, mais c'est pas dans un club adverse. Oui, comme on regrette que ça se passe pour Jonathan Klaus, on va pas dire que non plus c'est super pour Neil Maupay. C'est sûr. Bon, après, j'ai entendu ses premières déclarations. Il dit que Marseille, c'est le club numéro 1 en France, donc forcément, ça va pas faire plaisir aux supporters du gym. Certes, mais qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Ce qui est malheureux aussi, c'est qu'il ne sera pas secoué par les supporters niçois, puisqu'il n'y en aura pas. Non, mais enfin, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais en même temps, Maupay, il était prêt à revenir à Nice et Nice n'en a pas voulu. Donc, à un moment donné, il a envie d'exercer son métier. Marseille lui fait une proposition. Marseille de 2 Herbie, en plus. De 2 Herbie lui fait une proposition. Il était blacklisté à Everton. Ben voilà, je veux dire, si Nice le voulait, il l'aurait pris. Lui, il voulait revenir à Nice. Donc c'est un joueur, il l'a fait entendre. Nice n'en voulait pas, voilà. Bah, il est allé à Marseille, mais je pense que c'était pas sa priorité. Hein. Bon, la mise au point d'ailleurs à ce propos de Jean-Pierre River et Florian Maurice sur les contacts qui ont eu lieu cet été entre l'OGC Nice et Neil Maupay. Écoutez les deux hommes. Écoutez, Neil est un garçon que j'apprécie beaucoup. Il a été formé chez nous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'il a démarré sa carrière très tôt et j'ai été très heureux de le voir. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Après, là, Florian vous le dira, mais financièrement, c'était pas abordable pour nous et c'était pas le bon timing. Donc, qu'il aille, je suis content de le voir jouer au plus haut niveau. Alors, il a joué en Angleterre. Bon, aujourd'hui, il se retrouve à Marseille. À part sur le match de samedi prochain et celui contre nous, je lui souhaite le meilleur, bien évidemment. On avait évoqué un peu le sujet de l'attaquant de pointe suite aux différentes blessures. Il faisait partie des joueurs qu'on avait observés, qu'on connaissait évidemment. Après, voilà, les contraintes financières ont fait qu'on n'a pas pu trouver un accord, mais c'était un garçon qui était sur les listes. Sur les listes de l'OGC Nice, ça s'est pas fait. Neil Maupay qui aurait gagné en un mois ce qu'il gagnait en une semaine. Aurait gagné à Nice en un mois ce qu'il gagnait une semaine à Everton. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, lui aussi a dû faire des choix et l'Olympique de Marseille paye plutôt bien ses joueurs encore. Donc on verra cela. Mais voilà, ça va être quand même spécial pour lui, Max, de se retrouver face aux Aiglons tout de suite là. Je crois que dans quelques minutes, on va parler de ce match OM Nice de 2014 où il avait marqué, il avait été un des héros. À l'époque, c'était le Pichoun, il est marqué. Alors, c'est une histoire un peu inachevée qui a été très vite interrompue. Il y avait la belle histoire, justement, à réécrire cet été. Moi, je suis comme vous. Je comprends la démarche de Maupay de retrouver un club comme Marseille, de rejouer au football parce qu'on sentait qu'à Everton, il était dans une impasse. Peut-être que Nice n'a pas pu s'aligner, peut-être que le pragmatisme, c'était d'aller là-bas. Après, il y a simplement ces déclarations, en faire beaucoup sur Marseille, premier club de France. Quand on sait qu'a priori, c'est pas vraiment ce qu'il pense. Puisque peut-être qu'on lui demande de le faire aussi. Sur ce plateau-là, je crois, il avait dit que lui, son rêve, c'était de revenir à Nice. Bien sûr. Bon, on peut se passer de ce genre de déclarations qui sont un petit peu hypocrites, mais c'est peut-être le jeu et on lui a peut-être demandé de le faire. Il a peut-être pas le choix. Tu passerais à France Bleu Provence, toi, comme ça, si on peut le demander, en doublant ton salaire et en embrassant les cuissons. Je peux pas me passer de Patrice Alberganti, donc ça dépendra de lui. Si je peux l'embarquer. Non, on est bien là avec Patrice. De toute façon, à Marseille, c'est toujours un peu bizarre. Hein. Et Ligouaï avait dit qu'il ne signerait jamais à Marseille quand il était à Montpellier. Donc, c'est vrai. Comme quoi, il ne faut jamais dire ce genre de choses dans une carrière de joueur parce que tu ne sais absolument pas ce que tu peux faire dans 1 an ou 2 ans aujourd'hui. Là, je rejoins Maxime. Pour moi, c'est vraiment un goût d'inachevé. La trajectoire de Maupay, il a 28 ans, il a déjà marqué plus de 100 buts en professionnel. Il aurait pu passer la majeure partie de sa carrière à Nice. Quand on voit les sommes investies par Ineos sur Dolberg, Mofi et compagnie, il y avait un joueur formé au club qui a le niveau pour être titulaire en première ligue. C'est un vrai goût d'inachevé. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que c'est au moment de Claude Puel et ce qui s'était passé avec ses fils aussi qui avait été un peu compliqué pour Neil et pour Benrahma également, qui étaient les 2 joueurs qui étaient partis à ce moment-là. Bon, depuis, ils se reparlent et il n'y a pas de problème, mais bon, c'est vrai que c'était une période un peu difficile. Après Maupay, il avait déjà, avec Saint-Etienne et Brest, il a déjà joué contre Nice. Oui.
Avec Saint-Etienne, je crois qu'il avait peut-être joué contre J'ai pas souvenir, mais Où il quand était prêté. Brest, c'était en Ligue 2. Ah, c'est en Ligue 2, Brest, à ce moment-là. J'ai pas révisé mes petites fiches là-dessus. Ouais, t'as raison. Mais je pense qu'il a déjà joué contre Nice, mais... Après, oui. Oui, c'est pas pareil, parce que là, c'est Marseille. Ouais, et puis tu reviens d'étranger, en plus, surtout. Oui. Voilà, t'as un autre statut, t'as une autre... Voilà, t'es un autre joueur, quoi. Les arguments financiers, je les entends, mais ils ont quand même recruté un joueur qui arrive d'Allemagne. Je pense qu'à Dortmund, Moukoko ne devait pas non plus toucher Peanuts. Et il y a une grosse option d'achat. Et en charge par Nice, en plus. Pour oui, voilà. C'est pour ça que Grosse option d'achat. probablement qu'on n'est pas sur la même échelle. Il y avait peut-être des efforts à faire des deux côtés. Bon, c'est comme ça. Après, il y a aussi cette fameuse parole, est-ce qu'on doit se remettre avec un ex ou une ex C'est vrai qu'on ne sait jamais si l'histoire... On ne saura jamais si Normalement, l'histoire aurait on fonctionné. évite. Oui, Regardez, avec Lucien Favre, ça n'a pas super bien marché. c'est ça. Et puis il aurait été en date que l'on a. Il aurait été en concurrence avec un autre pitchoun, parce qu'a priori c'est plutôt un avant-centre, donc Guessant, Mopé, voilà, ça peut permettre justement à Guessant de prendre son envol aussi, le fait qu'il soit pas venu. On l'espère. Tout ça nous amène à la compo probable de Léandra, et on y va. Cette compo probable, Léandra, avec donc pas mal de blessés encore du côté de l'OGC Nice. On a parlé de Boudaoui déjà. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Enfin, qu'est-ce que Francaise va nous concocter? Et oui, on est parti quand même sur du classique parce que finalement, il n'a pas tant d'options, notamment au milieu, mais donc ça sera Boulka dans les cages. Abdelmonem, sans doute la première titularisation. Il a joué 90 minutes contre Ajaccio avec donc Youssouf et Dante, la défense à 3. Et puis ensuite, donc Klose, piston droit. Un duo Rosario qui aura la lourde tâche de remplacer l'homme en forme, en tout cas le meilleur exemple du début de saison, Boudaoui, avec Ndombele qui va aussi être attendu sur ce match, et Barre en piston gauche. Et puis là, on est parti sur une option un petit peu offensive avec 3 attaquants, Shaw, Guessant, Boga. On aurait aussi pu penser à Bonani comme au match à Angers, qui aurait joué dans une sorte de numéro 10. Mais voilà, on est parti parce que Boga, il a fait une super rentrée contre Angers, il a joué contre Ajaccio, il a marqué aussi. C'est quand même un des meilleurs joueurs niçois, donc je vois mal Francaise s'en passer. C'est une équipe effectivement très offensive, merci Léandra. Max, toi qui suis les Aiglons tout au long de la saison, si jamais Francaise fait cette compo-là, ça veut dire aussi qu'il va pour gagner au Vélodrome, pas pour subir, quoi. Non, et puis on lui rappelait hier en conférence de presse qu'il avait régulièrement gagné avec le RC Lens. Alors il nous a dit, c'est pas moi qui gagne, c'est les joueurs. Par contre, quand ça perd, c'est moi. Bon, voilà. C'est juste. Mais ce qui est plutôt juste dans la vision effectivement du métier d'entraîneur, parfois un peu ingrate. Mais effectivement, il a souvent trouvé la recette avec son RC Lens. Et j'en ai vu quelques-unes de ses victoires. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu Hez se renier sur ses idées, notamment avec des pistons très offensifs, des joueurs qui n'hésitent pas à se projeter. Donc, moi, c'est une compo qui me semble plutôt cohérente, surtout avec, je ne vais pas remettre une pièce, mais avec Murillo sur ce côté droit. Allez, troisième fois. Il va nous faire un match. Si tu mets pas Boga avec l'entrée qu'il fait à Angers pour aller le tourmenter, c'est l'occasion, je trouve. Donc non, on a envie de l'avoir cette compo, malgré l'absence de Boudaoui qui est vraiment le gros coup dur. Un Rosario qui peut équilibrer un petit peu le milieu. Mais qui est techniquement pas aussi à l'aise que Boudaoui quand même. Qui a parfois un peu les boîtes à chaussures au pied. Oui, mais bon. Et moins de Il se bat bien quand même, Rosario. Surtout que moi, Boga, il aime ce genre de match. Parce que des fois, on le voit, et des fois, la saison dernière, il passait des matchs un peu à travers. Pendant 3-4 matchs, on ne le voyait plus. Mais dès qu'il y a un grand match, dès qu'il y a de l'audience, il y a du public, il y a du monde, j'ai l'impression que ça le surmotive. L'année dernière, à Marseille, il avait été très bon. Et il a toujours été bon, même contre le PSG, contre les grosses écuries. Donc je pense que Boga va faire un grand match demain. Un petit mot, on l'a pas dit, mais peut-être que Mopé sera titulaire d'ailleurs, parce que Wai s'est pas entraîné, c'est ça? C'est ça, Eli Wai et Quentin Merlin ne se sont pas entraînés ce matin. Donc normalement, c'était vraiment l'inverse, c'était 80% de chances que Wai soit titulaire. Et là, au final, les pronostics s'inversent un peu et ça pourrait être sa première titularisation. Bon, Mopé, donc face à cette défense niçoise où Abdelmonem serait lui aussi pour la première fois peut-être titulaire parce qu'il est en balance avec Antoine Mendy, en gros, sur le poste de axial droit de cette défense à 3 de l'OGC Nice. On va vous faire gagner, allez, des petits cadeaux. On y va, c'est parti, le cadeau de la semaine.
Et on va vous faire gagner 2 places pour le match des 120 ans, pour le Nice-Saint-Etienne du vendredi 20 septembre à 20h45 du côté de l'Alliance Riviera. 2 places à gagner donc pour cette rencontre qui s'annonce spectaculaire, en tous les cas au point de vue des animations, on l'espère, sur le match en lui-même. Et pour cela, eh bien, il faut pronostiquer le score de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice avec le nom des buteurs. Et j'insiste bien encore une fois sur le petit hashtag Gymtonic dans vos réponses sur les réseaux pour qu'on puisse déjà vous retrouver plus facilement et puis pour faire un petit peu vivre également cette émission sur les réseaux. Donc le pronostic de OM OGC Nice avec le nom des buteurs s'il y en a. 2 places à gagner pour le match des 120 ans Nice-Saint-Etienne. C'est un beau cadeau, ça va être une belle soirée. Voilà donc pour le cadeau. On reste un petit peu dans OM Nice et on va parler de celui de 2014 dans le Souviens-toi. Un Souviens-toi donc consacré, Romain, à ce magnifique 5-4 en Coupe de France des Aiglons. C'était il y a déjà 10 ans. C'est ça, c'était le 21 janvier 2014, un 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome, donc un match dont on se rappelle parce que 9 buts dans le temps réglementaire, c'est assez rare. Et on ne s'attendait sûrement pas à ce scénario avec la compo d'équipe de départ parce que Claude Puel avait fait tourner. Il avait laissé plusieurs cadres au repos, Ospinaz, Vitanic, Digard, Genevois. Il avait mis une équipe rajeunie, 23 ans de moyenne d'âge, et avec plusieurs cadres de la Gambardella 2012, Hassen, Amavi qui n'était pas encore pro, Bosetti, Mopé, le dernier survivant de cette équipe qui avait 17 ans. Et en face, il y avait quand même du lourd. Et Mandanda, Thauvin, Valbuena, Gignac, Benjamin Mendy, Payet sur le banc. L'équipe était coachée par José Anigo. Ça avait mal débuté pour les Niçois. À 4e minute, Gignac ouvre le score. Mais dans la minute qui suit, Bosetti égalise en renard des surfaces. Il est en embuscade sur un ballon mal repoussé par Mandanda. Il nous en avait parlé il y a 15 jours, Alexis, de ce but. Il était allé chambrer un peu les supporters marseillais. Et peu de temps après, Bosetti, un but 100% en formation niçoise. Bosetti lance Amavi sur le côté gauche qui sert Mopé 2-1, 18e. Ça, on n'est pas près de le revoir, ça. 100% formation niçoise. Pas pour cette année, en tout cas. Thauvin égalise sur un coup franc, 2-2. Un coup franc où Hassen laisse passer complètement le ballon. Et il est aussi fruit de la formation niçoise. Et juste avant la mi-temps, il y a ce but incroyable de Grégoire Puel. Je pense que tous les supporters niçois s'en rappellent. Il déborde sur le côté droit. Il crochette Diawara. Et en fait, c'est pas lui qui marque parce que le ballon est contré par Diawara. Donc c'est un CSC, mais il y a 2-3 juste avant la mi-temps. Bruls va marquer le 4e but sur penalty. Christian Bruls, le Belge. Sur une faute provoquée par Mopé, une faute de Romao. Après, il y a Gignac qui réduit le score sur un ciseau fantastique. Je vous invite à revoir le but. Ouais, c'est grand. 3-4. Et puis, il y a Briel, capitaine d'un soir, qui est servi encore par Grégoire Puel, qui a fait un gros match. Lui aussi. Qui tue le suspense. On joue la 88e minute. Il y a Diawara qui va marquer dans le temps additionnel. Un ancien niçois. Il y a beaucoup d'anciens niçois, anciens marseillais dans ces deux équipes. À la 93e, mais ça n'a changé plus rien. L'OM n'avait plus encaissé 5 buts depuis 1980 au Vélodrome. Donc c'était un exploit, mais un exploit sans suite malheureusement, parce que dès le tour suivant, on revoit la une de l'époque. Exploit à Marseille avec la tête de Neil Mopé, 17 ans. Il brûle derrière. Et parce que Nice était sorti le tour suivant à domicile face à Monaco, un but de Berbatov. Et pour la petite anecdote, il y a donc comme tu disais Diawara qui signe à Nice l'été suivant, et il avait été interrogé dans nos colonnes, questionné sur ce match-là. Il avait dit Alexis Bosetti et Neil Mopé me chambrent beaucoup. Je crois que c'était le match le plus pourri de ma carrière, une catastrophe. C'est vrai qu'il a fait plutôt des bons matchs dans sa carrière, Souleymane Diawara. Et celui-là, il était passé un peu à côté. Tu n'es pas encore arrivé, Max, du côté. Non, mais je me suis replongé cette semaine un peu dans ses archives avec justement Mopé,
les retrouvailles. Et puis c'est toujours sympa de revoir ces images. Moi, ça paraît loin. mais moi, je me rappelle bien parce que j'étais là aussi, mais tu te souviens pas de moi, ça me fait de Ah oui, la on peine. était partis tous les trois en bagnole. Ça me fait de la Et peine. on avait loué une grosse voiture là. Une C'était très assez- grosse voiture. Ah ouais, C'est toi qui quand on a- conduisais d'ailleurs. non, c'est pas. Non, c'est Vincent. Ouais, c'est Vincent. On avait loué Non, une très grosse on- voiture pour aller voir, ouais, donc c'est vrai. On était revenus comme des seigneurs. Mais on était à ce match. Moi, ce qui m'avait par contre déçu, c'est que il y avait que 8000 personnes. Oui. Oui, parce que les deux virages étaient en fermés. travaux. Ouais. Mm. C'était un travaux, je crois, Il n'y avait l'histoire pas de une travaux. histoire de suspension aussi. Peut-être, l'un des deux, mais en tout cas, moi, ce qui était décevant, c'était justement que cet exploit s'est fait un peu dans l'anonymat. Dans l'anonymat, dans le vide. Enfin, nous, on s'en rappelle encore 10 ans après, et puis on s'en rappellera encore longtemps. Je pense que les Marseillais ne s'en rappellent plus du tout. Non, plus du tout. Mais c'est vrai, c'était la seule petite note décevante de cette soirée fabuleuse. C'était très bien. Oui. C'était une très belle soirée. Parce que là, le match se joue à guichet fermé. Ouais. Comme souvent maintenant au Vélodrome, Oui. de toute façon. À part les Niçois, malheureusement. À guichet fermé. Bon, il y aura bien quelques Niçois quand même aussi, cachés ici et là. Oui. Alors qu'il fasse attention, par contre, pour Bien le coup, de ne pas célébrer le but de Jonathan Klaus à la 5e minute, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour les Niçois interdits de déplacement du côté du Vélodrome, encore une fois, si on peut dire, là aussi, quand on a vu les Olympiques si bien se passer cet été à Paris, et si bien gérés, on s'étonne encore qu'il y ait des déplacements de supporters interdits, qu'on n'arrive pas à gérer 200, 300 personnes d'un point A à un point B. Bon, on peut faire confiance à Vincent Labrune, il va se saisir de ce dossier. Ouais. C'est une phrase qu'on a rarement entendue ces dernières Faire années. confiance à Vincent Labrune. Cyril Linette avait fait de belles propositions pour les supporters. Ouais. Malheureusement, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai chantier, là, pour le coup, sans rire, pour cette équipe dirigeante de la LFP. Avant de nous quitter, on aimerait faire un hommage ici à Gin Tonic, à Didier Roustan, parce que c'est vrai que non seulement c'était un journaliste aimé et apprécié de tous, mais il était de la région, il était de Cannes, comme vous le savez effectivement, et c'est vrai que ça nous a tous touché son décès, parce que pour ceux comme moi qui le voyaient déjà à l'époque à Téléfoot, comme toi Antoine aussi, ça a été on va dire des modèles dans notre vie de journaliste, et moi j'ai eu la chance de travailler effectivement avec lui à la chaîne L'Équipe, puisqu'il était depuis 1999 à l'équipe, et moi je suis rentré un tout petit peu après, et c'est vrai que c'était un journaliste exceptionnel, et puis un homme bon. Je me rappelle une petite anecdote comme ça à Monaco, où on avait fait un tournage avec Panenka, le vrai Panenka, celui qui avait marqué ce fameux but, qui a donné son nom, ce penalty. Et je me souviens que Didier avait pris un ballon, on était comme ça derrière le Grimaldi Forum, il avait mis un ballon au milieu, il avait demandé à Antonin Panenka de refaire son geste, Didier s'était mis dans les buts, enfin c'était quelque chose d'assez exceptionnel, comme il savait si bien le faire, Didier, dans ses reportages. Et puis j'ai travaillé également avec lui sur RTL dans Multiplex L'Équipe, et ses analyses étaient Multiplex RTL, pardon, ses analyses étaient toujours très justes. Donc voilà, on a une pensée évidemment pour sa famille, ses proches. Maxime, quand on fait ce métier, on ne peut qu'aimer Didier Roustan. T'as tout dit, c'était un personnage un petit peu à part. Je sais pas si quand on veut devenir journaliste, c'est un modèle, mais en tout cas il faisait envie. Il faisait envie dans sa manière de voir le football, avec ses yeux de passionné, de romantique. Je connaissais pas, mais j'ai l'impression qu'il se reconnaissait plus trop dans le foot d'aujourd'hui. Un peu moins, en tout cas. Voilà, et c'est vrai que moi-même j'ai ressenti énormément de tristesse. Je m'attendais pas du tout. Et ça m'a énormément touché ce départ et tous les hommages qu'il y a pu avoir depuis, donc je m'associe évidemment à cet hommage. Et pendant que tu parles, Antoine, ça a touché aussi les supporters niçois. Oui, parce que après moi personnellement j'ai grandi avec lui. C'est lui qui m'a fait aimer le football et le journalisme, mais surtout le football, parce que c'était une bible du football, hein. Et il était cannois, mais il aimait l'OGC Nice. Il aimait Baratelli, et il aimait évidemment cette période des années 70 de l'OGC Nice, cette période romantique, et celle qu'aime Philippe Camps aussi. Voilà, donc c'était un amoureux du football. On va montrer un petit tweet là pendant que tu parles, Antoine, effectivement. Un dernier tweet, le stade Duré adolescent, je me revois avec mes potes prendre le train à Cannes pour aller supporter les Aiglons.
que de souvenirs. Il aimait le stade du Rail. Oui, il aimait le stade du Rail et ça l'empêchait pas d'aimer Cannes, comme Bien quoi. sûr. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, Faro, je ne sais pas si tu as Oui. vu ce dessin sur Oui. les réseaux sociaux, Faro qui est dessinateur également pour la chaîne L'équipe et pour l'équipe de Greg, c'est un dessin qui n'a pas été publié, mais voilà, Didier, tout le monde l'aimait, c'est même la première fois que des Niçois aimaient un Cannois. Bah oui, c'est un peu ça, parce qu'on connaît la rivalité qui est entre les deux villes, les deux clubs en tous les cas, et les supporters, et là c'est vrai que ça nous a touchés. Mais oui, mais je crois que au-delà d'être Cannois ou d'être Niçois, Didier Roustan, c'était surtout, il aimait le football, quoi. Et donc, il aimait tous les footballs, et qu'il soit Cannois, Niçois, Monégasque ou Marseillais, il aimait quand ça jouait, quand c'était romantique. Et ça, c'était Didier Roustan, et voilà, moi j'ai grandi avec lui à la télé, et quand j'ai vu l'alerte hier, ça m'a fait mal, j'avoue. Voilà. Romain, un petit mot peut-être sur Didier. Oui, mais pareil, je pense que vous avez bien résumé la situation. Je ne le connaissais pas personnellement, mais c'était quelqu'un de charismatique, cultivé, qui prenait beaucoup de hauteur dans les débats sur la chaîne L'équipe. Moi, j'appréciais beaucoup le personnage. Et Francaise a parlé d'un poète du football, un poète du journalisme pour qualifier. Et Mika, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui l'ont côtoyé. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui sont rentrés à l'équipe à un moment donné, et c'était quelqu'un qui accueillait bien, en fait. Qui était très bienveillant. Exactement, bienveillant avec les jeunes, et qui leur apprenait le métier, parce ils avaient tous envie, en tout cas, d'apprendre avec lui. Et c'était un œil différent, et ça fait du bien dans le football de voir des gens un peu différents. Ouais, sa disparition a évidemment touché toutes les générations de supporters qui aiment le football. Et encore une fois, on adresse bien toutes nos condoléances, tout notre soutien aux proches et à la famille de Didier Roustan. Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Voilà, et écoute, c'était Très bon sympa. moment. J'ai déjà participé à ton émission, c'est la première fois que tu viens sur ce plateau. La boucle est presque bouclée, mais on en fera d'autres, évidemment. Évidemment, vous êtes les bienvenus à 100% Aiglon. Ouais, que ce soit Léandra, Romain, Antoine. Et de toute façon, La saison Vincent et va être- William sont déjà venus Vincent et- plusieurs fois. Hein. C'est Donc, super sympa et c'est vrai qu'on Ils connaissent le chemin. on n'est jamais de trop pour commenter ce qui se passe autour de l'OGC. Il y a toujours des choses à dire. Toujours des choses à Et dire. il y en aura toujours. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Chloé Vorgard et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match face à l'OM et bien sûr pour parler du match des 120 ans face à l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup, bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.